Aldo Papacoda, bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Donc Aldo Papacoda, ça fait une douzaine d'années que je suis auteur de jeux de rôle à titre professionnel, même si c'est pas mon métier. Et sinon, je suis un rôliste de Lampépin puisque j'ai commencé à jouer en 1982. Donc ça date pas d'hier, voilà. Est-ce que tu peux nous citer les jeux sur lesquels tu as travaillé? À peu près chronologiquement, j'ai travaillé dans un premier temps pour le collectif Forge Songe sur un recueil de jeux de rôle, des petits jeux format assez court. Ensuite, ça a été Les Ombres d'Estérène. Et puis j'ai voulu faire mon propre jeu, donc j'ai passé aussi quelques années pour créer la gamme Chiaroscuro. Et dans l'intervalle, j'ai aussi participé notamment à un projet amateur sur L5A qui a été cautionné, on va dire, par l'éditeur officiel qui s'appelle Sunda Mizumura. J'ai travaillé un petit peu en franc-tireur sur, assez récemment, Things from the Flood, actuellement sur Gods, un peu sur l'Empire des Cerisiers d'Akae aussi. J'ai fait un tout petit jeu japonisant, format très court, qui s'appelle l'Empire du Soleil défunt. Est-ce que tu peux nous citer un jeu qui a compté dans ton expérience de rôliste et nous dire en quoi, pourquoi ce jeu en particulier? Je dirais Shadowrun, parce que quand j'ai joué à Shadowrun, quand j'ai maîtrisé en fait à Shadowrun, c'est le moment aussi où, c'était la fin des années 90, c'est le moment aussi où on a commencé à développer un petit peu les communautés de rôlistes sur l'internet francophone. C'est là aussi où j'ai développé un site perso, donc j'ai beaucoup écrit pour Shadowrun. Et puis l'univers en tant que tel plaisait pas mal, parce que ça obligeait à revisiter un petit peu tout le courant cyberpunk, mais en mélangeant des orques, des elfes, des dragons, des esprits qui étaient là il y a Watt 1000 ans. Donc Shadowrun a été un truc intéressant. En fait, c'est ce qui m'a lancé en tant qu'auteur de création de fans, en fait. Et puis ensuite, bon, il y a une longue période sur Légende des 5 Anneaux. Ça a duré une bonne quinzaine d'années. Donc ça aussi, ça a été une expérience en tant que meneur de jeu, un petit peu en tant qu'auteur, et puis aussi un peu en tant que joueur, qui était très enrichissante, on va dire. Donc oui, ça a été deux jeux qui m'ont pas mal marqué. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots de l'univers de Chiaroscuro? Alors Chiaroscuro, c'est un univers médiéval fantastique, dans un monde plat qui est régi par deux forces qui sont le clair et l'obscur, qui s'inspirent très largement du yin et du yang taoïste. Ces deux forces sont incarnées par deux entités que les habitants de Chiaroscuro considèrent comme des dieux, qui sont le Père Nuage et la Mère Sylve. Et ces deux entités se réunissent périodiquement, ce qui provoque l'apparition de nouvelles terres. En fait, le monde est non seulement plat, mais il s'étend. Donc les frontières reculent et de nouveaux peuples peuvent apparaître. C'est un monde qui est essentiellement peuplé par des humains, en fait. Il n'y a pas d'elfes, de nains, d'espèces comme ça. Il y a d'autres formes d'intelligence, mais elles n'ont pas de civilisation comparable à l'humanité. Et mon ambition était de créer un monde complet et en même temps suffisamment spacieux pour que chacun puisse le remanier à sa sauce. Donc je me suis d'abord concentré sur une partie du monde qui accueille une civilisation, les Célians, qui sont beaucoup inspirés par les Romains de l'Antiquité, mélangés à des éléments fantastiques et à la Renaissance italienne. Et puis ensuite, j'avais commencé à aborder plus en détail les peuples alentours, les créatures fantastiques. L'axe initial du jeu, c'était un empire qui a été brisé par une guerre civile à peu près 10 ans avant le moment où le cadre est décrit. Donc on partait beaucoup dans les vieilles rivalités, la vengeance, la vendetta, les complots. Et puis petit à petit, on diversifiait un peu le cadre pour partir dans l'exploration, la découverte de secrets contemporains ou plus anciens. Voilà. En fait, l'ambition était de fournir un univers un petit peu baroque, avec un focus initial, et puis on élargissait, mais tout en essayant de maintenir suffisamment de souplesse pour que quelqu'un puisse déconstruire des pans entiers du monde, sans que ça lui pose de réels problèmes. Tu peux nous dire deux, trois mots de la mécanique du système de Chiaroscuro? Alors c'est une mécanique qui était assez simple, hein. Ça se joue avec 2 dés à 6. En fait, on a une caractéristique qui va de 1 à 5. On lance un minimum de 1 dé. Si on a une compétence, on va lancer des dés supplémentaires. Et on va ajouter le résultat au score de la caractéristique. Donc je dis 2 dés à 6 parce que souvent, les compétences qu'on a en tant que débutant, ça va être donc le dé
obligatoire plus un dé en tant qu'initié dans une compétence. Et puis les experts lancent un dé supplémentaire pour un total de 3. Et les maîtres, 4 dés. Et après, il y a des rangs supérieurs de maîtrise que j'appelais les rangs parangons, où en fait on lance pas des dés, on change les résultats des dés. Par exemple, tous les 1 sont considérés comme des 2, tous les 1 et 2 sont considérés comme des 3. Donc ça évite de lancer des brouettes de dés, mais en même temps ça offre une certaine... Moi ça me plaisait bien en tout cas, et puis les gens qui ont suivi la gamme, apparemment ça les a assez convaincus. Bon voilà, après il y avait vaguement des spécialisations. En fait, les compétences, son personnage peut les développer librement, mais il y a tout ce qui est la magie, les bottes secrètes, les trucs et astuces que les artisans ou les maîtres transmettent qu'à leurs disciples, ainsi de suite. Soit ça donnait des bonus de spécialisation dans certains jets de dés, soit ça permettait de faire des choses que la compétence en tant que telle ne permet pas. Si c'est le cas, en quoi ce jeu est-il fait pour les néophytes ? Même le cas échéant pour les enfants. Pour des enfants, je pense que toute la problématique intrigue un peu politique, et pas forcément le genre de choses qui pourraient les intéresser. Ou alors dans des versions assez simplifiées, où il y a un peu moins de double jeu et de complots alambiqués, parce que j'aime bien aller me perdre dans des complots alambiqués. Pour des néophytes, j'ai essayé, en tout cas en écrivant la gamme, d'être pédagogique en fait. Je me suis mis un peu dans la peau de quelqu'un qui se retrouvait devant son premier jeu de rôle, on va dire. Donc je sais pas si l'objectif a été très bien rempli, mais des retours que j'ai eus par rapport à des gens que j'ai croisés en salon ou qui m'ont contacté, dont c'était le premier jeu ou un des premiers jeux, ça avait l'air d'avoir fonctionné pour eux. Et comme je disais, comme on vient de l'expliquer, le système n'est pas spécialement compliqué, hein, il n'y a pas beaucoup de subtilité. Grosso modo, j'avais vu en partie de démo, en 20-30 minutes grand maximum, on peut expliquer à des gens qui connaissent rien le cadre, la mécanique et comment lancer des dés. Et après, voilà les personnages et hop, on est parti. Et en quoi ce jeu est-il fait pour les joueurs confirmés ? Comme on nage un petit peu dans des mélanges d'intrigues, de complots, d'entités surnaturelles qui agissent en coulisses, qui ne sont pas les éléments principaux de la trame, attention, hein, mais qui sont quand même là. Et puis un univers qui est un peu customisable, on va dire, puisque par exemple le rôle de Père Nuage et Mère Sylve, je ne le définis pas précisément, j'explique quelle est la problématique par défaut dans laquelle je crée le jeu, mais je le crée de telle manière que quelqu'un puisse prendre une autre problématique sans que ça ait d'impact visible pour les joueurs, à moins qu'ils ne le souhaitent. C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que les dieux interviennent directement ou pas, par exemple, dans les choses? Comment est-ce qu'ils considèrent les humains? Voilà, j'ai une explication par défaut que je fournis au meneur de jeu. Je lui propose plusieurs alternatives, et il est clairement dit, maintenant, composer, arranger, découper, assembler, inventer, quoi. Voilà. Est-ce que c'est antinomique de construire un jeu à la fois pour les néophytes, pour les enfants et pour les experts? Je pense pas. Il y a beaucoup de choses, enfin en tout cas c'est mon ressenti par rapport à mon expérience, hein, mais il y a beaucoup de choses dans des jeux qui sont des questions d'équilibre. Alors pas seulement d'équilibre en termes de système de jeu, puisque c'est quand même la première forme d'équilibre qu'on cherche, entre guillemets, quand on conçoit un jeu, mais il y a aussi d'équilibre en termes d'approche, c'est-à-dire est-ce que je propose quelque chose de très pointu? Je pense que l'intérêt d'un jeu, c'est qu'il suscite l'imagination des gens qui vont le lire ou qui vont y jouer, et que cette imagination, comme elle est multiple, selon les gens, et puis selon leur parcours, on va dire que plus un jeu est polyvalent et destiné à un large public, plus on a le risque que chacun y trouve quelque chose, mais pas forcément quelque chose qu'il botte. Et à l'inverse, plus on a un jeu qui est pointu, plus il peut s'adresser à des publics spécifiques qui vont accrocher justement d'emblée à ce qu'on leur propose, et en même temps on peut passer à côté d'un tas de gens qui pourraient revisiter en fait ce qu'on leur propose et en faire des choses, je sais pas, plus inattendues, plus originales, voilà. Et je pense que par rapport au néophyte ou à l'expert, un jeu qui arrive en fait à attirer les deux, y compris à une même table, pour moi c'est un jeu qui est bien plus intéressant qu'un jeu à niche ou qu'un jeu trop passe-partout. Parce que les gens peuvent s'en emparer, on va dire, dans leur diversité. Comment on construit une mécanique au service d'un univers? Je dirais que quand on essaye de concevoir une mécanique, en tout cas dans mon expérience et par rapport aux échanges que j'ai eus avec des gens qui mettaient vraiment les mains dans le cambouis sur cette facette-là du jeu, le but c'est d'être à la fois ergonomique, de ne pas trahir quand c'est une mécanique dédiée, ce que le jeu est censé proposer. Je pense que l'erreur à pas faire quand on conçoit un système de jeu, c'est de se dire je veux un univers par exemple baroque et je veux faire un système où la moindre claque tue même un personnage expérimenté. Est-ce que tu es du genre à créer un système puis un univers pour l'habiller ou le contraire? Plutôt le contraire en fait.
J'essaye d'abord de créer, de faire vivre quelque chose et je me pose ensuite la question du comment je vais le faire vivre. Donc je commence par créer du cadre ou des enjeux scénaristiques. Hein. Des fois on part par un cadre et des fois on commence par une idée. Tiens, si je proposais ça, et qu'est-ce que je mets autour? Et ensuite la question se pose, est-ce que j'ai sous la main un système que j'ai le droit d'utiliser? Ou est-ce qu'il faut que j'en fasse un? Ou est-ce que, en réfléchissant sur le cadre, j'ai des envies de système qui me viennent. Donc ça peut aussi bien être, voilà, on va dire, une nécessité technique de créer un système, ou au contraire, ça peut être une envie par rapport à ce que le cadre suggère, de se dire, bon, plutôt tel genre de système, voire tel système officiel que je peux me permettre d'utiliser, ou que l'éditeur avec lequel je travaille à ce moment-là a le droit d'utiliser, ou dont il est à l'initiative, ainsi de suite. Mais oui, je commence plus par je veux faire vivre quelque chose, comment, que plutôt j'ai un système, quel genre d'univers je proposerais avec. Est-ce qu'on peut étendre une œuvre à l'infini, ou est-ce qu'il y a un moment là où il faut savoir s'arrêter? Je dirais qu'il faut savoir s'arrêter. Je vais faire juste un petit aparté parce que ça m'évoque un personnage d'un cycle de romans qui s'appelle Hyperion, qui est un cycle de romans qui a déjà quelques années. Le personnage, c'est un poète qui explique qu'il a une œuvre à succès qui s'appelait Les Derniers Jours de la Terre, je crois, enfin, je me rappelle plus le titre de son œuvre, et que comme ça a eu beaucoup de succès, il en a écrit une suite, et une suite, et une suite, et une suite, et bon, il explique que 36 tomes plus tard, ou quelque chose comme ça, il a pris un pied comme jamais le jour où il a tué son personnage principal. Voilà, c'est un peu, je pense, cette idée-là. Je prends par exemple sur Chiaroscuro, il y a eu toute une phase de développement, le projet il a duré, entre les premiers mots que j'ai posés et la sortie du dernier supplément, il a duré 9 ans de création, et j'ai encore des choses à dire, hein. Je vais continuer à développer des choses par le biais du blog officiel, mais en tant que tel, je considère que j'ai rempli l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire proposer un cadre qui soit suffisamment dense, riche et en même temps libre pour que quelqu'un puisse pas seulement y évoluer, mais puisse s'en emparer et puis faire son bonhomme de chemin de son côté. Voilà. Est-ce qu'il y a trop de financement participatif dans le milieu du jeu de rôle? Je dirais oui et non, dans le sens où ça dépend à quoi sert un financement participatif. Par exemple, le leader incontesté à l'heure actuelle du jeu de rôle sur la planète, c'est Wizards of the Coast, qui a le premier jeu de rôle historique, qui continue à drainer énormément de monde et ne fait pas de financement participatif. Eux, ils savent qu'ils ont un public. Des éditeurs de taille plus modeste, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers les financements participatifs pour diverses raisons. Hein. Il y en a, c'est parce que obtenir le droit d'utiliser une certaine licence, la licence elle est peut-être pas forcément donnée, je veux dire. Donc il faut pouvoir aussi en tant qu'éditeur s'en sortir. Ou on se lance, on a une structure assez petite et puis il faut dégager quand même un peu de revenus parce que faut payer des salaires et beaucoup d'éditeurs, en tout cas dans le milieu francophone, sont des sociétés avec des petites structures avec, je sais pas, 2-3 salariés, ça va rarement au-delà. Hein. Et puis après on a aussi des projets où on se dit c'est un projet à niche, pas forcément un public énorme. Donc on va essayer de monter un financement participatif avec un tirage derrière et des goodies, si on les débloque, qui vont être calibrés le plus finement possible pour qu'au moins personne ne perde de l'argent dedans. Enfin on va dire ça, c'est ce qu'on peut appeler les problématiques génériques du financement participatif. Dans le milieu, il y a forcément des acteurs qui ont trouvé que c'était une façon pratique de faire rentrer de l'argent dans la caisse. Bon, il y a des gens, j'aurais tendance à trouver qu'ils ont peut-être le réflexe financement participatif un peu rapide, et d'autres qui sont beaucoup plus calibrés, beaucoup plus précautionneux. Est-ce qu'il y en a trop? Je saurais pas dire, moi, qu'acheteur de jeux de rôle, il y a des jeux que je soutiens parce que le projet, je me dis, tiens, ça mérite d'être soutenu. Maintenant, je suis pas un collectionneur de goodies, la plupart des éditions collector, les machins comme ça, franchement, la plupart m'indiffèrent. Il y a des jeux aussi, j'attends qu'ils sortent tranquillement en boutique, pour soutenir les boutiques qui tournent encore. Quand je sais que c'est une gamme prestigieuse, qui a un succès quasiment garanti avant même d'être sortie, je ne vais pas participer à un financement participatif, même si je sais que je vais suivre la gamme moi derrière. Je vais rater des choses, c'est clair, hein, des exclusivités par rapport au financement. À moins qu'une exclusivité en tant que telle, vraiment, je me dise ce truc-là, il me le faut. La plupart des choses qui me sont proposées, je me dis ouais, mais c'est super cool, hein, mais elle ne m'inspire pas forcément. Est-ce qu'il y a trop de jeux de rôle édités? Est-ce que ça ne met pas en péril le milieu d'avoir autant de propositions? Est-ce qu'on n'est pas dans l'excès?
Je pense pas, parce qu'on s'adresse à des publics qui ont... Je veux dire, il y a très peu de gens qui sont des acheteurs compulsifs de jeux de rôle et qui essayent d'acheter tout ce qui passe. Je veux dire, on n'est pas exactement dans la même situation que la BD franco-belge, par exemple, où la problématique, je veux dire, ces dernières années est devenue évidente entre la quantité de travail qu'on demande aux auteurs et aux illustrateurs de BD par rapport à ce qu'ils en retirent financièrement et par rapport à ce que le marché représente en termes de sortie. On peut se poser la question de la saturation. Le milieu du jeu de rôle, c'est un peu différent, en tout cas le milieu que je connais moi. Je vais distinguer le milieu anglophone et le milieu francophone. Bon, quand on écoute beaucoup de rôlistes américains, on se rend compte qu'il y a quand même la majorité d'entre eux ne sortent pas de Donjons et Dragons. Donc il y a des publics, il n'y a pas un public rôliste, il y a des publics rôlistes. Donc je pense pas franchement qu'il y ait trop de jeux de rôle. Alors peut-être qu'il y a des gammes qui sont pléthoriques. Je veux dire, je sais que moi en tant que concepteur, j'essaye de me dire il faut qu'en fait dès le premier bouquin, l'acheteur il soit autonome. Voilà. Moi, c'est mon souci quand je participe à quelque chose, c'est je me dis, est-ce qu'un livre de base bien illustré, bien présenté, assez dense, qui va coûter 40, 50, voire 60 euros, est-ce qu'une fois que tu l'as terminé, tu es autonome ou pas? Si la réponse elle est non, alors c'est plutôt mal barré, je dirais. Après, si en tant qu'acheteur, toi, tu y trouves ton compte et que tu te dis, ouais, je veux suivre la gamme, ok, allez... C'est ton argent, c'est ton plaisir, c'est toi qui joues, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de la part que touche un auteur par rapport à ce que touche l'illustrateur, l'éditeur, le distributeur, le vendeur en magasin? Ça dépend déjà de quel type de travail tu fais. Bon, d'abord, moi, je suis pas auteur de métier. En fait, je veux dire, c'est pas mon activité professionnelle, donc j'ai pas les mêmes impératifs que quelqu'un qui en ferait son métier à temps plein. Il y a plus d'illustrateurs que d'auteurs dont c'est le métier. Les illustrateurs ont cet avantage que tu peux d'emblée, par rapport à ce qu'ils te proposent, toi en tant que, on va dire, éditeur ou lecteur, ok, je vois une illustration, j'ai déjà un petit peu l'idée de est-ce que le genre de trait, de type, de dessin que propose le gars me parle ou pas. Bon courage pour arriver à te faire une première impression sur ce qu'un auteur de jeu de rôle peut t'apporter, quoi. Donc déjà, par rapport à un éditeur, quand un illustrateur va lui dire moi je travaille, par exemple à la pige, je te propose tel tarif, l'éditeur, il regarde ce que fait l'illustrateur, il regarde son pressbook, il se dit ok, ça me convient ou pas, ou on discute. En tant qu'auteur, il faut que l'éditeur, il connaisse ton travail, il ait déjà lu des trucs à toi, voir qu'il les ait fait jouer, ou qu'il te connaisse de réputation. C'est un peu plus compliqué. Donc c'est pas qu'on est mieux ou moins bien loti que les illustrateurs. Ce qu'on a à mettre en avant, autant le public que l'éditeur potentiel, il peut pas s'en emparer de la même manière. On peut pas se vendre de la même manière. Tu parlais des éditeurs, des distributeurs, tout ça. Quand on est payé à la pige, on est payé à la pige. Donc, je veux dire, voilà, moi, si je suis payé sur une pige, on va me dire, j'ai besoin, je sais pas, d'un scénario ou de background. Tu as telle marge de signage et je te propose tel tarif. Est-ce que ça te convient ou pas? Oui, non, bon, voilà. Je fais ce que j'ai à faire. Je rectifie ce que j'ai à rectifier s'il y a des choses à changer. On arrive à un point où on se dit, ok, tout le monde est content. Mon boulot est terminé. Le jeu, qu'il soit réalisé derrière, vendu, qu'il soit un succès ou pas, c'est une pige. Payé pareil. Si c'est un projet dans lequel je suis sur du droit d'auteur, la plupart des projets, en fait, l'équipe artistique, on est entre 8 à 12% du prix de vente finale de l'ouvrage. C'est-à-dire, grosso modo, l'ensemble de l'équipe, quand tout le monde est payé en termes de droit d'auteur, se partage, voilà, sur un bouquin de 50 €, on va se partager, quoi, aux alentours de 6 € de droit d'auteur, à nous tous. Après, il y a des marges par rapport aux structures de l'éditeur derrière. Je veux dire, un éditeur associatif va plus tirer vers les 12% qu'un éditeur professionnel qui doit lui aussi en vivre. Dire l'éditeur professionnel, lui, la marge, c'est aussi comment il va payer ses salaires, comment il va payer ce qu'il nous doit, y compris la part cotisation sociale, ainsi de suite. Donc c'est plus compliqué. Grosso modo, j'ai tendance à penser que ceux qui s'en tirent le mieux, ça reste tout le circuit qui arrive en aval. Et c'est pas spécifique au jeu de rôle, c'est un peu partout pareil. Bon, de toute façon, celui qui gagne le moins, sauf s'il prend plaisir, c'est le client, c'est le lecteur. Pour le jeu de rôle, c'est le joueur. S'il a acheté un jeu qui lui plaît, ok. S'il a acheté un jeu qui lui plaît pas, voilà, il a perdu son argent. Mais je veux dire, dans les gens qui doivent gagner de l'argent dedans, ceux qui s'en tirent plutôt bien, c'est les distributeurs et les boutiques, qu'elles soient en ligne ou physiques ou ainsi de suite. Voilà, une fois qu'on a enlevé les 10% moyens qui reviennent à l'équipe artistique, tout le reste ça se partage. Bon, il y a l'éditeur mais qui amortit aussi tous les frais de fabrication des ouvrages. Quand on parle d'ouvrages papier, même des ouvrages PDF, il y a quand même des coûts qui sont pas les mêmes, mais il y en a. Et puis il y a tout le réseau logistique derrière. Oui, c'est les gens en fait qui font que au final le bouquin arrive entre tes mains à toi en tant
en tant que joueur qui gagne le plus dans l'affaire. Ma question suivante, c'était quel pourcentage touche un moteur? Alors comme je te disais, on tombe entre 8 et 12%, donc on va dire une moyenne de 10%. Dans mon expérience, après, ce qu'il faut bien comprendre dans le milieu du jeu de rôle, comme dans tous les milieux artistiques, c'est qu'il y a relativement peu de règles du jeu. Voilà, il n'y a pas un SMIC de l'artiste. Il n'y a pas un barème qui dit vous n'avez pas le droit de payer une illustration moins de temps, ou vous n'avez pas le droit de payer du texte moins de temps. Ça n'existe pas. Je suis sûr que si on va voir un éditeur en détail, il va me dire par exemple, bon écoute, toi t'es un petit nouveau, je vais te proposer tant. Toto qui est à côté, ça fait 10 ans que je travaille avec lui, tous nos produits ont été des succès assez intéressants, s'il me demande plus que toi, bon ben voilà. Je veux dire, il y a toute cette part justement de l'artiste, c'est-à-dire tu vends aussi un petit peu ton expérience et tu vends un petit peu aussi ton parcours. Je veux dire, si tu as écrit des millions de signes de trucs que personne n'a jamais joué, bon ben voilà, tu as écrit des millions de signes que personne n'a jamais utilisés. Donc, et si en même temps à côté tu as écrit 4 pages dans un bouquin qui est super connu, tout d'un coup tu as une aura. Bon, elle n'est pas forcément le reflet de tes compétences, mais tu as une aura. Sur voilà. Chiaroscuro, le livre de base, alors on avait fait part égale. On était 5, donc je touche à peu près 1 euro. Est-ce que le jeu de rôle est accessible? Est-ce que c'est un loisir accessible au grand public? Alors, oui, je dirais à la base. Tout dépend du format de jeu qu'on propose au grand public, c'est-à-dire des gens qui, on va dire grand public, c'est des néophytes complets, hein. Donc des gens qui n'ont jamais entendu parler de jeux de rôle ou on a entendu parler mais ils n'ont jamais touché. On leur propose des histoires. Donc si tu tombes sur le genre d'histoire qui peut plaire à quelqu'un, n'importe qui peut adhérer, on va dire, à la base. Enfin, en tout cas, n'importe qui peut essayer. Après, quel genre d'histoire et puis quel format? Est-ce qu'on va jouer ensemble 1 heure? Est-ce qu'on va jouer 2 heures? Est-ce qu'on va se lancer dans une campagne? C'est autre chose. Je pense que des formats courts, et on le voit beaucoup en convention depuis quelques années, on a quand même pas mal de gens qui arrivent sur des tables proposées par des associations de rôlistes, qui initie beaucoup de néophytes complets, qui bon c'est ça le jeu de rôle, ok, on est avec 4 copains, est-ce qu'on peut jouer? Oui. Combien de temps ça dure? 1h30, 2 heures, allez hop, on est parti quoi. C'est quoi une X-Card? Comment on l'utilise? En quoi c'est utile? L'X-Card, c'est un outil qui a été proposé d'abord dans le milieu anglo-saxon et puis qui a commencé ensuite à rayonner un peu partout ailleurs, qui est de dire autour d'une table, il y a des choses qui peuvent déranger un des participants. Bon, on pense en priorité aux joueurs puisque les meneurs de jeu leur proposent en général une histoire. Bon, il peut y avoir quelque chose, que ce soit un thème adulte, que ce soit de la violence, que ce soit du sexe. Il y a des gens que ça peut déranger personnellement par rapport à leur vécu, par rapport voire à des traumatismes personnels. Et la X-Card, donc c'est une carte avec un X dessus et elle est au milieu de la table. Et à n'importe quel moment dans la partie, un des joueurs peut s'en emparer pour la montrer. Et donc tous les participants savent que en fait, sur ce qui est en train de se produire, il faut avancer précautionneusement. Alors ça veut dire qu'on peut éventuellement s'arrêter, on peut zapper la scène, on peut l'édulcorer, on peut bon voilà. Mais il est implicite en tout cas dans l'intention des gens qui ont créé la X-Card qu'on ne demande pas au participant qui a pris la X-Card de s'expliquer. Il signale juste qu'il y a quelque chose qui le dérange. En général, d'après ce que j'ai pu entendre sur les gens qui l'ont employé, c'est par rapport à des scènes assez explicites ou par rapport à des notions assez pointues. Je veux dire, voilà, on va parler de sexualité, on va parler de sang. Assez souvent, je pense que les choses sont suffisamment... Alors, le but de la X-Card, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas eu encore l'occasion personnellement de m'en servir, mais on va en reparler, c'est de proposer à quelqu'un qui justement ne peut pas, pour une raison ou une autre, verbaliser qu'il a un problème et en quoi consiste le problème par rapport à ce qui se passe, de dire juste j'ai un problème. Ensuite, les gens qui ont inventé les X-Cards et ceux qui s'en sont emparés et ceux qui ont songé à d'autres outils de ce genre, puisque c'est pas le seul, s'en sont emparés de diverses manières, donc il peut y avoir des façons d'aborder les choses. On fait une pause, on aborde la situation de façon décontractée, où en fait la personne qui est en train d'avoir la parole sait qu'il faut qu'elle s'arrête là. Enfin bon, dans la pratique, je dirais que ça dépend beaucoup de ce qu'est la dynamique autour de la table. Personnellement, comme je disais, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Maintenant, j'ai été assez explicite et en convention, je pense, et avec mes joueurs en général, et puis même sur les réseaux sociaux. Si je me retrouve dans une table, que ce soit avec des inconnus ou des gens que je connais, avec quelqu'un qui me dit est-ce qu'on peut utiliser la X-Card? Ben oui, pas de problème. Parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment accès à ce qui se passe dans la tête des joueurs. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec, mais je pense qu'il est assez explicite. Quand avec des joueurs que je connais, on revisite un petit peu une campagne qu'on a terminée,
qui a duré par exemple 1 an, ou 2, ou 3, ou 4, et qu'on dit à chacun, tiens, c'était quoi tel moment qui vous a les 3/4 des trucs que les joueurs vont me ressortir, c'est pas les choses qui étaient les plus importantes sur lesquelles j'ai le plus travaillé. Ça va souvent être leurs échecs critiques, ça va souvent être leurs décisions complètement à l'arrache, ça va souvent être leur réussite inattendue. Ils vont se rappeler évidemment des PNJ super charismatiques que j'ai essayé de mettre en scène, ils vont se rappeler des situations complètement tordues, mais c'est pas forcément là que concrètement la dynamique elle se produit. Et on a beau le savoir, on a beau avoir de l'expérience, des fois on a beau connaître les joueurs avec lesquels on joue depuis des années, donc on sait à peu près comment les choses marchent avec eux, on a des surprises. Et si on a des surprises avec des gens qu'on connaît, sur des choses aussi simples que c'est quoi vos souvenirs les plus mémorables de notre partie ou de notre campagne, alors qu'est-ce qui peut les gêner, c'est beaucoup plus vaste. Quels sont les projets en cours? Alors, en ce moment, je bosse essentiellement avec l'éditeur Arcane Asylum Publishing. Je travaille beaucoup en termes de texte sur le jeu Gods, qui est un jeu d'heroic fantasy qui a été financé à la fois en version française et en version américaine, enfin en version anglaise, mais sur le marché américain, puisque le principal initiateur du projet, Bastien Lecouve de Armes, il habite aux États-Unis. Donc c'est un jeu qui va sortir dans les 2 langues simultanément. Toujours chez Arcane, on va avoir un recueil de scénarios de Things from the Flood qui va sortir. C'est une création française à laquelle j'ai un peu participé. Il y a l'ami Akae qui est toujours sur l'Empire des Cerisiers. J'étais dans son ombre en fait sur la réalisation de l'ouvrage de base et puis j'ai fait du scénario pour lui. Donc là les ouvrages papier sortent. Enfin, je pense qu'on va avoir une annonce officielle, mais c'est une question de semaine, quoi. Et comme il est déjà sur la suite, je l'accompagne un peu sur la suite, en tant que consultant, on va dire, et puis un peu en tant qu'auteur aussi. Et puis ensuite, on a d'autres choses un peu plus nébuleuses qui s'annoncent à l'horizon. C'est encore un peu tôt pour en parler. Quels sont les projets à venir? Finaliser Gods sur l'Empire des Cerisiers. Avec Akae, on va faire du supplément. Enfin, lui va essentiellement faire du supplément puisque c'est son bébé. Moi, j'ai un rôle d'appoint, on va dire, là-dessus. Donc, ça va être... Son prochain supplément, c'est sur les yokai. Là, je vais vraiment rester dans un rôle de consultant et de relecteur. Sur le supplément d'après qu'il envisage, qui devrait porter un peu sur les factions de son univers, là j'aurai un rôle d'auteur plus direct. Et puis après, il a des projets médiévaux fantastiques sur lesquels on s'exprime pas encore officiellement, donc j'en dirai pas plus. Mais là on va être co-auteur, vraiment là. En fait avec Akae, ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble et on a une très très bonne relation, je veux dire, en tant qu'ami et puis en tant qu'artiste. Sur l'Empire des Cerisiers, c'est vraiment son bébé en termes d'idées, de texte et tout, mais il m'a fait confiance par exemple pour repasser derrière, arranger les tournures, lui faire des suggestions, lui faire des propositions, ainsi de suite. Il y a vraiment un rapport de confiance et donc sur des projets à venir, il y a des choses où il m'a carrément dit ça je veux que ce soit toi qui l'écrive. On va faire ce truc là à 2 et... Bon, on vous réinvitera quand vous pourrez en parler. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour apporter un véritable plus dans le jeu de rôle aujourd'hui? Je pense que ce qui est important, si on veut vraiment que le jeu de rôle soit durable, c'est d'être respectueux, c'est-à-dire d'être respectueux du public, d'être respectueux des artistes, d'être respectueux des professionnels. Je pense que déjà les éditeurs sont au cœur de cette démarche-là. Les éditeurs qui ne se moquent pas de leur public, ou qui ne se moquent pas de leurs artistes, ou qui ne font pas les choux gras des uns aux dépens des autres. Et de son côté, le public, lui, ne se rend pas forcément compte de toutes les contraintes logistiques, financières et autres qu'il peut y avoir dans la création d'un jeu de rôle. Je veux dire, si je devrais donner par exemple un conseil à quelqu'un qui n'a jamais créé son propre jeu de rôle, c'est ça prendra plus de temps que tu l'imagines. Beaucoup plus de temps que tu l'imagines. Je veux dire, entre le moment où tu as ton idée et le moment où le livre sort, il se passe forcément beaucoup plus de temps que ce que tu envisageais, même quand tu as de l'expérience. Et il y a toujours un truc que tu n'as pas prévu. Si le public se rend compte qu'une majorité des gens impliqués dedans, même ceux dont c'est le métier, sont des gens qui ne roulent pas sur l'or et sont des gens qui déploient beaucoup d'efforts pour des produits dont ils ne sont pas du tout certains que ce sera des succès, ça apaiserait déjà certaines attentes. Et si en même temps on est plus respectueux des artistes et qu'on ne raconte pas n'importe quoi au public en montant des crowdfunding faramineux qui derrière débouchent sur pas grand chose, ça assainira beaucoup l'ambiance, ça rapprochera un petit peu tous les gens du milieu parce qu'on est dans un milieu qui est un peu particulier, qui est que quasiment tous ces acteurs professionnels sont aussi des participants. Est-ce que tu peux conseiller 3 œuvres à nos spectateurs ? Si je dois conseiller 3 œuvres, je vais conseiller 3 œuvres à l'intention de gens qui sont des néophytes en matière de jeu de rôle. Et donc pas forcément des œuvres qui sont les plus importantes pour moi, mais celles qui, je pense,
sont les plus intéressantes en termes de laisser tomber toutes les appréhensions qu'on peut avoir quand on est un joueur ou un meneur de jeu débutant. Donc par rapport à ça, la première œuvre que je citerai, c'est un vieux cycle de fantasy qui est ultra classique et qui n'est pas spécialement original, même si moi j'ai beaucoup de plaisir à le lire. C'est La Belgariade, de David Eddings et de son épouse. Pourquoi La Belgariade? Parce que bon, on est dans des trucs ultra classiques, hein. Il y a les très très méchants, il y a les très très gentils, mais ça cabotine beaucoup. Et ça permet de montrer que même des personnages comme un sorcier immortel vieux de 7000 ans qui doit sauver le monde peuvent être des ivrognes, ne pas admettre qu'ils ont tort, ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on a l'impression que si on joue dans des trucs épiques, il faut forcément que nos personnages y soient sérieux, il faut forcément que les PNJ soient charismatiques, il faut forcément qu'il y ait du pathos à tous les coins de rue, ainsi de suite. Non, pas forcément. On peut faire des choses très très sérieuses tout en ayant des passages où ça cabotine et où les gens ont même l'air ridicules. Donc je pense que La Belgariade à ce niveau-là, ça permet de décomplexer un petit peu. On va dire, je ne veux pas te nommer des œuvres spécifiquement, mais n'importe quel petit jeu de rôle sur un format court, où une fois que tu l'as lu, au bout d'une heure, tu sais où tu vas, tu sais quoi faire avec tes joueurs, même si tu vas te planter, même si tu vas te perdre dans la forêt, même si la séance va mal se passer. En tout cas, tu ne vas pas passer 3 semaines ou 6 mois à te dire « Est-ce que j'ai bien compris ce que le jeu propose? Est-ce que je ne me suis pas planté dans les règles? Est-ce que j'ai bien compris ce que les personnages des copains peuvent faire ?» Il y en a un très très bon qui s'appelle L'Empire du Soleil Défunt. Que tu as écrit toi-même. Le coup de poignard dans le dos, oui, je l'ai écrit moi-même. Alors, l'Empire du Soleil Défunt, très brièvement, c'était un challenge perso. J'ai tendance à m'étaler quand j'écris. J'aime écrire, donc j'ai tendance à en mettre des tartines. Et donc, l'Empire du Soleil Défunt, c'était essayer d'être le plus court et d'aller à l'essentiel. Je recommanderais bien Dune. Pourquoi Dune? Même si c'est une œuvre qui a pas mal vieilli par certaines facettes. En fait, c'est une œuvre qui a été séminale pour beaucoup de gens parce qu'il y a de l'épique, parce qu'il y a du complot, parce qu'il y a de l'intrigue, parce qu'on s'adresse directement aux croyances. Je veux dire, à tout ce qui est le syndrome du héros, du messie, de l'élu, entre guillemets, et que c'est pas mal revisité, puisque quand on se rend compte, les personnages principaux se retrouvent avec la capacité de prévoir l'avenir, donc de l'influencer. Qu'est-ce qu'ils en font? Eh ben, on a Paul Muad'Dib qui en fait quelque chose, et puis on a son fils qui en fait tout autre chose. Et dans les deux cas, leurs raisons sont tout à fait compréhensibles, hein, même si elles sont aux antipodes. Et pourquoi Dune? Parce que je vais peut-être certainement vexer pas mal de monde et décevoir pas mal de monde, mais quand on prend une œuvre beaucoup plus récente et beaucoup plus célèbre, à juste titre, qui est Le Trône de Fer. Moi, quand j'ai lu, puisque je les ai tous lus avant la série télé Le Trône de Fer, je n'en ai rien tiré que je n'avais pas déjà, qui ne m'avait pas déjà nourri dans d'autres œuvres. Mais si je devais m'adresser à quelqu'un qui s'est jamais tourné vers toute la science-fiction, fantasy, fantastique, je lui recommanderais pas Le Trône de Fer. Je lui recommanderais plutôt quelque chose comme Dune, parce qu'on va y trouver pas mal de choses et parce que ça va nous interpeller. Moi, en tout cas, ça m'a interpellé par rapport à c'est quoi un héros? C'est quoi la justice? C'est quoi les élus? C'est quoi un empire? Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux joueurs? Et aux MJ également, puisque les MJ sont des joueurs. Oui, je vais donner un conseil aux joueurs, quel que soit leur niveau. C'est un conseil qui, moi, m'a été très très utile parce que j'essaye de le pratiquer un peu dans toutes les facettes de ma vie. Il y a un vieux proverbe d'arts martiaux qui dit il y a 3 façons d'être. Il y a le débutant, pour lequel tout est possible. Il y a l'expert, qui sait ce qui marche. Et il y a le maître, qui est un expert qui a réussi à retrouver ou à préserver son esprit de débutant. Et donc, il me semble important en tant que pratiquant de jeu de rôle, de garder ce genre de métaphore un peu à l'esprit, parce que quand on commence, tout semble neuf, tout semble possible, et puis tout est nouveau en fait. Quand on est débutant, il ne faut pas avoir peur de se casser la figure, d'être au milieu de gens qui sont plus expérimentés que soi. Quand on est expert, il faut avoir l'humilité de se dire, les débutants, il y a des magies qu'ils ont, que nous, si on ne fait pas gaffe, on les perd au fond de notre poche avant d'avoir compris ce qui se passe. Et puis peut-être que, du coup, comme ça, on peut se nourrir un peu les uns les autres. Voilà, moi ce que j'aime en tant que rôliste, c'est transmettre ce que j'ai fait, non pas parce que j'ai des choses intéressantes à dire, mais parce que si quelqu'un avait pu me transmettre son expérience de rôliste, j'aurais peut-être appris plein de choses beaucoup plus vite. J'aurais fait mon chemin beaucoup plus vite, voilà. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est, en tant que débutant, ne pas avoir peur, et en tant que personne plus expérimentée, ne pas se prendre trop au sérieux. On est au bout de cette interview. On remercie JSST Jeux de nous avoir reçus de nouveau pour pouvoir la faire ici. Merci Aldo d'avoir été parmi nous. Merci de m'avoir proposé ce petit moment.
Au revoir. À bientôt.